que j'aime, je pense, le plus filmer chaque année puisqu'il s'agit de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup retrouver aussi parce que tout le monde aime les challenges littéraires, en tout cas beaucoup de gens, et le Cold Winter Challenge fait partie des petits favoris. Donc, comme moi je l'aime beaucoup aussi, hein, forcément, je vous présente ma petite pile à lire. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui a lieu tous les ans depuis un petit paquet de temps maintenant, qui vous est proposé par Margot Liseuse et qui consiste à lire des lectures autour de l'hiver, Noël, la période hivernale tout simplement, pendant 2 mois, donc du mois de décembre jusqu'au mois de janvier inclus. Et pour tout ce qui s'agit des règles autour du Cold Winter Challenge, je vous invite à aller retrouver tout ça dans la vidéo de présentation de Margot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera plus précis que moi. Et puis de toute façon, j'ai surtout envie de présenter ma pile à lire, pas forcément les règles du challenge. Ce que vous pouvez juste savoir d'ici là, c'est que vous avez plusieurs menus, que chaque menu a une thématique, que le principe c'est de lire des livres qui respectent les thématiques de ces menus, et ensuite vous en validez un ou plusieurs selon l'option que vous aurez choisie, mais là encore je vous invite à aller voir la vidéo de Margot. Le premier menu est celui qui me pose toujours un petit peu problème, il s'appelle la magie de Noël. Alors il me pose problème pas parce qu'il est problématique, mais plutôt parce qu'il s'agit de lire des lectures autour de l'univers de Noël, de l'Avent, du Nouvel An, et ce sont tout simplement des thématiques que je n'ai pas dans ma bibliothèque, puisque souvent ce sont des thématiques qu'on retrouve dans des livres contemporains, dans des romances parce que ça s'y prête super bien. Ce sont malheureusement de genres que je ne lis pas, voilà, ou très peu pour les contemporains. Donc forcément, j'ai pas forcément beaucoup de livres dans ma pile à lire et vraiment je désire piocher dans ma pile à lire pour la vider. Vous voyez, elle est beaucoup trop grosse. J'ai actuellement au moment où je filme 174 livres dans ma pile à lire, ce qui est totalement indécent. Et c'est donc un nombre que je souhaite faire baisser, mais du coup je n'ai pas ça comme thématique. Alors je dis bien généralement, hein, parce qu'on retrouve aussi la thématique de Noël dans d'autres genres littéraires, mais du coup moi chaque année je dois fouiller, voire trichoter pour réussir à valider le truc. Du coup, comme l'année dernière, moi je vais vous proposer Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark, puisque je ne l'avais pas lu l'année dernière, donc il revient cette année. C'est donc un thriller qui se passe pendant la période de Noël, ou en tout cas qui en a le nom, hein, c'est dans le titre, donc je me dis que ça passe en termes de validation de catégorie. Et donc on y suit, je pense, parallèlement un espèce de gros scandale politique, puisque vous avez un ancien sénateur ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ah non, un ancien président en fait, qui se voit imposer, entre guillemets, j'en sais rien, un scandale. En gros, il serait accusé d'avoir assassiné son ancienne maîtresse, donc forcément ça fait un peu tâche, hein, vous comprenez. Et surtout son épouse va aussi être assassinée non, mais kidnappée par des terroristes qui visiblement vont réclamer quelque chose, je n'en sais rien. Donc ça a l'air d'être cette pauvre dame qui est sur la couverture. On va donc suivre ces deux histoires, j'imagine à la période de Noël, donc ça rentre dans le thème même si c'est clairement pas un Noël rigolo. Là où je vous dis que je trichote généralement, c'est que j'essaye de choisir des livres dont l'histoire pourrait potentiellement passer pendant la période de Noël, c'est-à-dire que ce sera pas la thématique principale, mais dans l'histoire, à un moment, va y avoir Noël. Voilà, si c'est 3 paragraphes, tant mieux, pour moi ça rentre, mais ce sera vraiment pas le sujet principal du livre, et ça va être le cas de ce livre-là que je rangerai aussi dans ce menu, qui s'appelle Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, que j'ai donc depuis 2017, hein, puisque je l'avais acheté au salon de Montreuil, et donc la pastille m'indique que ça fait quand même un sacré paquet de temps que je l'ai et que je l'ai pas lu. Hein. C'est plutôt un roman historique puisque ça se déroule un tout petit peu, je crois, avant la Première Guerre mondiale et puis pendant, hein, je pense, puisqu'on y suit Solange qui a 17 ans, qui appartient visiblement à la bourgeoisie parisienne, oui c'est ça, Paris. Elle a pour mission, hein, comme beaucoup de femmes à cette époque, d'épouser un bon parti parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, sauf qu'évidemment comme beaucoup de jeunes femmes à cette époque, elle va tomber quand même sur un mec ultra sexiste et patriarcal parce que bon clairement le début du XXe siècle c'était pas la folie, sauf que voilà, son époux va être appelé à participer à la Première Guerre mondiale, il va être envoyé au front visiblement, et ça va être l'occasion apparemment pour Solange de se libérer de ce carcan qu'on lui impose, et j'imagine d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus heureuse. Voilà pour ce que je sais de ce récit, et de ce que j'ai vu, il y a toute une timeline, vous voyez, où ça se passe pendant plusieurs périodes, forcément de toute la Première Guerre mondiale j'imagine. Et donc fatalement on va passer par des mois de Noël, du Nouvel An, donc ça va passer. Hein, on se refait pas quand on est serpentard, on triche un peu. Le second menu fatalement me parle beaucoup plus puisqu'il s'appelle Flocon Magique, et il s'agit de lire des lectures autour des contes, des réécritures de contes, du milieu fantastique, de fantasy, de science-fiction. On est vraiment dans de l'imaginaire global
globalement de la magie, enfin quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de lire de façon quotidienne en fait. Donc forcément j'y trouve plus facilement de livres dans ma pile à lire qui vont m'attirer et me donner envie de les lire. Pour démarrer cette catégorie, je vous propose de déterrer un livre qui se trouve dans ma pile à lire depuis une bonne année maintenant, puisqu'il s'agit de Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Vous l'avez probablement vu et revu parce qu'il a été traduit en français, je crois, au début de l'année, dans l'année, je sais plus. Il a beaucoup circulé, beaucoup plus visiblement, et du coup je l'ai toujours pas lu alors que ça fait un bail que je l'ai, même avant qu'il soit traduit. Tout ce que je sais, c'est que visiblement on se trouve dans un univers fantasy, ou en tout cas fantastique, mais on est clairement dans la SFFF, avec une jeune femme qui s'appelle Zélie, donc je suppose que c'est celle que l'on trouve sur la couverture, qui appartenait à un peuple qui a visiblement été effacé. Et quand je dis effacé, c'est-à-dire massacré, hein, c'est pas genre pouf il disparaît d'un coup, hein, c'est juste qu'un gros con s'est dit oh là là j'aime pas parce qu'ils sont peut-être un peu différents de moi, je suppose hein, que c'est un petit peu le cas. Donc tout son peuple a disparu, ses parents, ses amis, leur culture aussi j'imagine avec, donc on a une belle analogie hein, de ce que beaucoup de colons ont fait dans énormément de pays, notamment nous les Français, coucou. On a fait des saloperies un peu partout, reconnaissons-le. Bref, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a une analogie qui est faite à ça là-dedans. Nous allons donc suivre Zélie quelques années plus tard, qui décide de se venger hein, de ce que ce roi a pris comme décision, puisque c'est lui qui est responsable, je pense, d'un génocide, hein, on va pas se mentir. Et donc elle va apparemment être aidée par une princesse un petit peu rebelle, qui visiblement connaît ce roi, pour essayer de renverser tout ça, et on nous parle de créatures fantastiques, magiques, d'esprits, qui interviennent aussi dans toute cette histoire. Ça a l'air plutôt très cool, donc je suis plutôt très curieuse de le lire. Voilà pour le résumé de ce livre. Il est dans ma pile à lire depuis aussi longtemps que le précédent livre. Il s'agit de A Face Like Glass de Frances Hardinge, qui m'avait vraiment beaucoup intriguée quand je l'avais trouvé aux États-Unis. C'était à New York, à Barnes & Noble. J'étais avec mon amie Coralie, on regardait les rayonnages et puis j'ai été intriguée par cette couverture qui est, disons-le, hein, complètement creepy. Je suis pas très fan des masques, hein, c'est pas généralement très joli. Moi ça me fait un peu peur, surtout que celui-ci ressemble clairement à une poupée et je déteste les poupées, ça me fait peur. Bref, peu importe. Frances Hardinge, j'ai lu cette année Le Chant du Coucou, que j'ai beaucoup aimé. C'est un univers totalement bizarre, totalement glauque, totalement, oui, creepy, et que j'ai trouvé génial parce que c'est bizarre, que c'est un peu dérangeant, et que c'est totalement le genre d'univers que j'aime bien, un petit peu comme Miss Peregrine et les enfants particuliers, vous voyez, c'est cette atmosphère un peu pesante, un petit peu bizarre et pas rassurante, mais assez riche en termes de sujets et en même temps d'univers, de personnages, de nouveautés aussi. Bref, du coup, je suis forcément très curieuse de lire celui-ci puisque j'ai adoré Le Chant du Coucou. Pour cette histoire, ça a l'air d'être un monde plutôt fantastique, je ne saurais pas vous situer quelle époque, voire même quel monde, parce que visiblement il est totalement inventé, puisqu'il s'appelle le monde de Caverna. Donc c'est un espèce de monde souterrain, hein, voilà, où les gens évoluent, et en fait vous avez tout un tas de magies qui existent, comme par exemple un parfum qui fait que si vous le portez, eh bien vous pouvez faire n'importe quoi à la personne en face de vous, puisqu'elle va avoir totalement confiance, même si vous êtes en train globalement de la menacer de mort. Vous avez des fromages qui vous font halluciner, ou encore des vins qui retirent la mémoire, ce qui peut être pas tant fantastique que ça, hein, le vin qui retire la mémoire, mais bon bref. Et dans ce monde-là, les gens quand ils passent à la surface, ils ont un visage qui est totalement lisse, donc sans expression. Et en fait, pour développer des expressions, vous devez passer par des espèces de forgerons d'expressions qui eux vont vous permettre de les apprendre. Et le personnage principal que nous on va suivre, eh bien, elle a pas vraiment besoin de porter de masque, enfin elle est obligée d'en porter un pour ne pas effrayer les gens, puisqu'en réalité elle est dotée d'expressions qui sont totalement naturelles, elle n'a pas eu besoin de les apprendre, elle n'a pas eu besoin de masque pour cela, et c'est ce qui visiblement la rend dangereuse, donc je n'en sais pas plus, ça a l'air très mystérieux et en même temps assez creepy, donc je suis très curieuse. Au niveau du livre, je ne crois pas que ça a été traduit, je ne crois pas l'avoir vu traduit, mais encore une fois, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et je le modifierai dans ma barre d'infos. Et on continue dans les livres que j'ai achetés l'année dernière à New York à Barnes & Noble, hein, puisque c'est aussi le cas, puisqu'il s'agit de God's Grave de Jay Kristoff. C'est la suite de Nevernight, qui est un livre de fantasy, ouais je dirais plutôt ça, fantasy fantastique, je saurais pas trop vous dire, puisque ça se passait un peu dans une période de renaissance italienne je dirais, mais avec beaucoup d'éléments fantastiques quand même. C'est peut-être plus fantastique d'ailleurs. Bref, c'est là aussi un livre qui je crois n'a
pas encore été traduit en français et c'est bien dommage parce que c'est vraiment très chouette et si ça se trouve je vous dis encore des bêtises donc là encore n'hésitez pas à me corriger. Pour l'histoire, donc je vais pas vous donner le résumé de God's Grave puisqu'il s'agit de la suite, c'est une trilogie puisqu'il y a un 3e tome qui est sorti récemment, on va dire ça comme ça. Vous suivez dans le 1er tome l'histoire d'une jeune femme qui a perdu globalement toute sa famille, comme beaucoup hein, de début d'histoire quand même. Donc elle a une histoire assez compliquée, assez difficile et pas rigolote, mais elle a perdu toute sa famille à cause d'un système politico-religieux qui est mis en place dans cet univers. Et elle va décider de se venger de toutes ces personnes qui ont massacré sa famille. Donc elle va rejoindre à sa majorité à peu près une espèce d'école d'assassins. Donc vous êtes formé à être un assassin avec tout ce qui est, je sais pas moi, art du poison, art du combat, même tout ce qui est art de la séduction pour facilement piéger votre victime, que ce soit les filles ou les garçons pour le coup. Donc ça c'est bien. Et vous allez la suivre un petit peu dans toute cette aventure. Et moi j'avais adoré Nevernight, j'avais trouvé ça vraiment hyper captivant. J'étais à fond dedans. Ça faisait un peu penser à un espèce d'Harry Potter mais de l'assassinat en fait, voilà, avec un côté vachement plus dark encore. J'ai vraiment trouvé ça très bien, j'ai hâte de replonger là-dedans, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait depuis, mais bon, en plus j'ai une édition qui est magnifique, enfin regardez cet univers, comment il est genre graphique, visuel et super intriguant, et puis ces cartes quoi, elles sont pas trop belles? Regardez comme elles sont sublimes. Bref, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, bah n'hésitez pas, et je tiens à mettre en garde, on sait jamais, dans le 1er livre il y a des scènes de fesses, donc c'est plutôt pas un livre jeune adulte, hein, c'est plutôt adulte. Moi je m'y attendais pas, mais je vous le signale, on sait jamais, hein. Moi vraiment je m'attendais pas à trouver des scènes de cul. Hein. Vient ensuite le menu suivant qui s'appelle Marcher dans la neige, et là encore généralement je trichote parce que c'est pas forcément mon style de lecture à moi, puisqu'il s'agit de lecture donc de nature writing, de littérature de voyage, de grands espaces, de nature en général, et le nature writing c'est clairement un genre auquel je n'adhère pas forcément, je m'y retrouve pas, souvent je trouve ça trop lent et bah tout simplement ça me correspond pas, donc généralement je trichote en jouant sur voyage, grands espaces, parce que peut très bien y en avoir dans des livres de SFFF qui me conviendront tout autant. Je vais donc commencer avec un classique de mes Cold Winter Challenge, puisque je lis souvent cette saga à cette période là, et il s'agira, trêve de suspense, de La mémoire de Babel de Christelle Dabos. J'ai eu pour habitude de lire tous mes livres de la passe miroir à cette période. Voilà, je sais pas, c'est ma petite tradition à moi. Clairement, je sais que je n'achèterai pas le 4e tome avant au moins un an, donc je me lis celui-ci pour cette année. J'aurai du retard comme d'habitude, mais ça me convient très bien. Pour l'histoire de la passe miroir, je suis pas sûre d'avoir besoin de vous faire un résumé, hein, parce qu'il est tellement connu et populaire que je suis pas sûre que ça vous soit très utile, mais globalement on est dans un univers plutôt fantastique, ouais je dirais fantastique, avec une jeune femme qui au départ a en fait elle a la capacité de lire la mémoire des objets. Elle va être globalement mariée de force, enfin on va l'envoyer dans un autre univers pour aller rencontrer son fiancé qu'elle n'a pas choisi ni désiré, et elle va se retrouver mélangée à tout un tas de complots de cour, puis son pouvoir qui est quand même assez convoité et qui fait des remous. Voilà pour ce que vous avez besoin de savoir. Moi je le compare beaucoup au Royaume du Nord un peu en termes d'univers et de construction aussi un petit peu, enfin même s'il n'y a pas toute une partie romance dans les Royaumes du Nord, surtout que je déteste l'intérêt amoureux, je le hais hein, de toute mon âme. Bref, je suis curieuse de lire ce 3e tome puisque globalement j'aime plutôt pas mal les 2 premiers. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai choisi du coup, parce que j'ai pas donné d'explication. Alors c'est pas parce que c'est vert et que ça pourrait rappeler la nature, mais plutôt parce que le monde globalement a éclaté, hein. Vous avez plein d'arches différentes qui sont réparties dans l'univers, et donc bah ça fait un grand espace. Voilà, moi je joue sur les mots et ça me va très bien. Et en plus on a presque un voyage initiatique, vous voyez, donc ça marche. Dans le genre tricherie, j'ai aussi le grand tome de Hubert et Gatignolles, qui est donc le 3e livre et dernier livre de la saga entre guillemets des Ogres-Dieux. C'est des romans graphiques que je trouve absolument magnifiques, aussi bien graphiquement qu'au niveau des histoires. Enfin je les aime d'amour, hein, donc je vous le recommanderais très fort. Là c'est donc le 3e tome, qui théoriquement je pense se lit quand même dans l'ordre, et de ce que m'avaient dit les auteurs, on n'est pas dans du voyage initiatique mais presque. Chaque livre de cette saga a un peu une âme. Vous avez un conte gothique, vous avez du complot politique, enfin voilà. Donc celui-ci est plus consacré je pense sur un côté un peu plus brut. Et de ce qu'on peut voir sur cette magnifique couverture, nous avons quand même une forêt et tout va se passer je pense dans ce côté un petit peu sauvage qui me convient bien et qui correspondra donc très bien à la nature. Pour l'histoire de Petit, je vous la fais courte, c'est le 1er tome de cette saga. On suit donc un royaume d'ogres-dieux qui sont donc des ogres très grands et pas toujours très sympa. La reine des ogres va accoucher au tout début du 1er tome.
Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était enceinte puisqu'en fait son bébé était très petit, puisqu'effectivement il est beaucoup plus petit qu'un ogre, un peu plus grand que les humains. Et donc le roi des ogres va décider que il lui fait offense en étant si petit qu'il faut qu'elle le tue. La mère ne pourra pas se résoudre à tuer son enfant, elle va s'y attacher immédiatement et va donc le protéger et le cacher aux yeux de son père. Il va donc évoluer dans la cour, il va être caché, mais évoluer comme ça, bref. C'est l'histoire de Petit que je trouve géniale et que je vous recommande. Voilà pour ce 3e menu. Et on termine avec le dernier menu qui s'appelle Stalactite ensanglantée, donc c'est tout ce qui est thriller, polar, policier, roman et énigme, bref quelque chose qui me parle beaucoup plus puisque j'en ai pas mal dans ma pile à lire et donc c'est cool si je peux les en sortir, surtout que j'aime bien lire ce genre de lecture quand même à la période de l'hiver. Pour ça j'ai choisi Derrière la haine de Barbara Abel que j'ai dans ma pile à lire depuis des années mais que j'avais prêté à une amie et que j'ai pas récupéré avant des années aussi, du coup je voulais le lire mais je l'avais pas. Et là, ça va être l'occasion parfaite, voilà, de le lire à ce moment-là. Donc c'est donc visiblement un... Oh là là, les phrases que je vous fais, c'est un truc de fou. C'est donc un thriller, je pense pas classique, pas un polar, vous voyez, mais on va suivre 2 familles qui visiblement s'entendaient très bien. Ces 2 couples avaient chacun un enfant, des enfants qui ont grandi visiblement ensemble, qui s'entendaient très bien. Un drame va surgir, je ne sais pas lequel, et le destin de ces familles, en tout cas leur relation, ne sera plus jamais la même. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, nous le découvrirons. J'ai entendu beaucoup de bons avis sur ce livre, je suis donc très curieuse de savoir ce qu'il a dans le ventre, et ce sera tout. J'ai ensuite un autre thriller à vous présenter, qui ressemblera plus à un polar on va dire, parce qu'on suit un enquêteur directement, j'ai cru comprendre d'après le résumé. Ça s'appelle donc Travail soigné, parce que c'est caché par ma magnifique étiquette Gilbert Joseph que je n'ai pas retiré comme souvent, de Pierre Lemaitre. De Pierre Lemaitre, moi j'avais lu Robe de mariée que j'avais trouvé absolument génial, donc je suis très curieuse de lire Travail soigné du même auteur. On va y suivre apparemment un meurtrier assez créatif, qui a des façons de tuer qui sont originales, assez bien fouillées on va dire, je ne sais pas, je saurais pas donner des compliments à un meurtrier, mais bon voilà, c'est pas commun. Et donc on va suivre un enquêteur qui va essayer de savoir qui il est, pourquoi il fait ça et comment l'arrêter surtout. J'en sais pas beaucoup plus, je suis juste très curieuse de lire tout ça. De ce que j'ai compris, c'est un enquêteur qui va être récurrent dans les livres de Pierre Lemaitre. Ça a l'air d'être plus ou moins le premier tome de cette ligne rouge, enfin ce fil rouge plutôt. Je suis curieuse de voir ce que ça donne et surtout ça fait un moment pareil qui squatte dans ma pile à lire, donc il serait peut-être temps que je l'en sorte. Celui-ci, ça fait moins longtemps qu'il s'y trouve, mais il s'agit de Cendre de Johanna Marine. Je vais t'appeler comme ça, Johanna, comme ça j'arrêterai de râler sur ton nom de famille que je ne sais pas prononcer. Il s'agit d'un roman steampunk puisqu'on se passe, ça se passe dans le Londres du 19e siècle. On y suit 2 personnages qui théoriquement appartiennent pas à les sphères les plus favorisées puisqu'on a un voleur et une jeune femme des rues, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a, c'est sûr, je crois qu'il y a tout un tas de meurtres, d'événements un petit peu pas drôles qui se déroulent. Et on va être plongé là-dedans et je crois comprendre qu'il y a des histoires de drogue, de complot, voilà, j'en sais pas plus mais on a du mystère et donc je pense que ça rentre très très bien dans Stalactite ensanglantée. Et enfin je recale ce livre que j'avais prévu pour mon Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il me fait grave envie et que j'aurai pas le temps je pense de le lire, mais on verra bien, peut-être que d'ici là ça aura changé. Et il s'agit plutôt d'un livre fantastique puisqu'on se retrouve dans une ville où, dans une famille en tout cas, toutes les générations ont la possibilité de communiquer avec des objets. Il y en a un qui leur est attribué et voilà, et c'est comme ça. Sauf qu'un jour, il y a, je crois que c'est la poignée de porte de la tante du personnage principal qui disparaît. C'est donc un mystère et sa tante disparaît aussi d'ailleurs, je crois, par la même occasion. Et donc il y a un mystère à résoudre, on ne sait pas pourquoi ni comment, et visiblement ça va être un petit peu un truc annonciateur de très très mauvaises choses. J'en sais pas plus, mais il y a du mystère, il y a quelque chose à résoudre, donc ça passe. C'est pas un thriller, mais ça passe. Et je sais plus si je vous ai donné le nom de ce livre, mais au cas où je le répète, il s'agit de Le Château de Édouard Carré. Ce sera donc tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je peux vous dire déjà dès maintenant, c'est que je vais reconduire les vlogs mensuels de lecture. C'est ce que j'ai fait pendant tout le Pumpkin Autumn Challenge et que je fais encore actuellement puisque au moment où je filme on est au mois de novembre. Je vlog mes lectures, comme ça me permet de vous faire un retour sur les livres que je mets dans ma pile à lire, puisque sinon j'oublie de vous en parler ou alors très tard et du coup c'est un peu dommage si vous souhaitiez avoir un avis rapide sur ces différents livres.
Donc voilà, ça vous a plu pour le pumpkin, donc je pense que ça vous plaira aussi pour le cold winter. Comme d'habitude, je vous amènerai un petit peu dans ma vie en même temps parce que j'aime bien vous mettre des petits moments de vie. Et c'est tout pour mes petites annonces de cette vidéo pile à lire. Comme d'habitude, si vous avez aimé ou pas certains de ces livres, si vous les avez lus, si ça vous a donné envie de les lire, n'hésitez pas à m'en parler. Comme d'hab, je serais contente d'en parler avec vous. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!